Je vais vous présenter le livre Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. C'est le livre de mes 20 ans. Je l'ai choisi quand j'avais 20 ans. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est un écrivain, si vous ne le connaissez pas, absolument à découvrir. C'est un chef-d'œuvre à part entière. La beauté dans son état pur, l'amour à l'infini, la mort, le mal et le bien, le maléfique. Le livre commence d'ailleurs, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Qui es-tu donc à la fin? Je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien. Faust de Goethe. Je vais vous lire un petit extrait. Vous pouvez à n'importe quelle page lire des extraits parce que c'est vraiment intéressant. Oui, l'amour nous frappa comme l'éclair. Je le sus le jour même, 1 heure plus tard, quand nous nous retrouvâmes, sans avoir vu aucune des rues où nous étions passés sur les quais, au pied des murailles du Kremlin. Nous causions comme si nous étions quittés la veille, comme si nous nous connaissions depuis de nombreuses années. Nous convînmes de nous retrouver le lendemain au même endroit, au bord de la Moskova. Et nous nous y retrouvâmes, en effet. Le soleil de mai nous inondait de lumière. Et bientôt, très bientôt, cette femme devint secrètement mon épouse. Elle venait désormais chez moi tous les jours. Et j'ai commencé à l'attendre dès le matin. Je manifestais mon impatience. Tout d'abord, en déplaçant inutilement les objets sur la table. Puis, au bout de 10 minutes, je m'asseyais sous la fenêtre et je prêtais l'oreille, dans l'espoir d'entendre le grincement du vieux portillon. Et voyez comme c'est curieux. Jusqu'alors, notre petite maison recevait rarement des visites. Disons plus simplement qu'il n'y venait personne. Mais maintenant, j'avais l'impression que toute la ville s'y donnait rendez-vous. Le portillon battait, mon cœur battait, et à hauteur de ma figure, derrière la vitre, je voyais apparaître immanquablement une paire de bottes sales. Un rémouleur. Mais qui, dans la maison, avait besoin d'un rémouleur? Pour aiguiser quoi? Quel couteau? Le portillon ne grinçait pour qu'une fois. Mais auparavant, je ne mens pas. Mon cœur avait battu au moins 10 fois. Ensuite, quand son heure arrivait, quand l'aiguille marquait midi, il ne cessait plus de battre à grands coups. Jusqu'au moment où, sans heure ni grincement, presque sans aucun bruit, s'encadrait dans l'étroite fenêtre ses souliers, anneaux de daim, noir fermé par une boucle d'acier brillant. Parfois, mutine, elle s'arrêtait près de la seconde fenêtre, qu'elle frappait légèrement à la pointe du pied. Et moins d'une seconde, je me précipitais à cette fenêtre, mais son soulier et la soie noire de son bas, qui masquait le jour, disparaissaient aussitôt. Et j'allais lui ouvrir. Personne ne connaissait notre liaison. Je m'en porte garant, bien que ce soit là, généralement, chose impossible. Son mari l'ignorait, ainsi que leurs amis. Dans la vieille maison particulière dont j'occupais le sous-sol, on était au courant, bien sûr. On voyait bien qu'une femme venait chez moi, mais on ignorait son nom. Qui est-elle donc? Demanda Ivan, intéressé au plus haut point par cette histoire d'amour. Le visiteur fit un geste qui signifiait qu'il ne le dirait jamais, à personne, et poursuivit son récit. Ivan apprit donc que le maître et l'inconnu s'aimèrent si fort qu'ils devinrent absolument inséparables. Ivan se représentait même clairement le sous-sol de la vieille maison, avec ses 2 pièces où régnait toujours une demi-obscurité, à cause du lilas et de la palissade. Les vieux meubles bruns-rouges délabrés, le bureau, avec sa pendule qui sonnait toutes les demi-heures, et les livres qui s'entassaient de l'étagère peinte jusqu'au plafond enfumé et le poêle. Ivan apprit que le visiteur et son épouse secrète en étaient venus dès les premiers jours de leur liaison à la conclusion que c'était le destin lui-même qui les avait réunis au coin du boulevard de Tver et qu'ils avaient été créés l'un pour l'autre, à jamais. J'ai choisi le livre de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, parce que c'est un moment de ma vie où justement les 20 ans, l'épopée de la vie, il y a toute une angoisse par rapport à la famille tous les copains se le passaient. Donc les 20 ans avec Gabriel Garcia Marquez. Donc je vais vous lire un passage. Depuis l'époque de sa fondation,
José Arcadio Buendia avait construit des pièges et des cages, et en peu de temps, il remplit de troupials, de canaris, de mésanges bleus et de rouge-gorge, non seulement sa propre maison, mais toute celle du village. Le concert de tant d'oiseaux divers s'avéra si étourdissant qu'Ursula se boucha les oreilles avec de la cire d'abeille pour ne pas perdre le sens des réalités. La première fois que la tribu de Melquiades s'en vint à Macodon pour vendre des boules de verre contre la migraine, tout le monde s'étonna qu'ils eussent trouvé le chemin du village perdu dans la léthargie du marigot. Mais les gitans avouèrent qu'ils s'étaient orientés grâce au chant des oiseaux. Ce bel esprit d'initiative sociale disparut en un rien de temps, balayé par la fièvre des aimants, les calculs astronomiques, les rêves de transmutation et l'ardent désir de connaître les merveilles du monde. D'entreprenant et propre qu'il était, José Arcadio Buendia eut bientôt l'air d'un vagabond, négligé dans sa façon de se vêtir, avec une barbe hirsute, qu'Ursula réussissait à grand-peine à tailler avec un couteau de cuisine. Il se trouva toujours quelqu'un pour le considérer comme la malheureuse victime d'un étrange sortilège. Pourtant, même ceux qui étaient les plus convaincus de sa folie quittèrent travail et famille pour le suivre lorsque, jetant sur son épaule ses outils de défricheur, il demanda à chacun de lui prêter main forte afin d'ouvrir un sentier qui mettrait Macodon en communication avec les grandes inventions. J'ai eu 20 ans en 1978. Et à l'époque, le crossbooking n'existait pas, mais un jour, comme un signe, j'ai trouvé un livre dans une salle de classe à l'université, une salle de cours à l'université de Rouen. Et ce livre, c'était Les années Lula de Rezvani. Je trouvais la couverture un peu kitsch, mais en même temps dans l'esthétique de l'époque. Je me suis plongé dedans et je crois qu'une des premières pages que j'ai lues, c'était celle-ci. Ah, vous êtes trop belle. Découragée, je laisse tomber mon pinceau et m'asseyant à ses pieds, je pose ma joue sur son genou. Elle penche son visage au-dessus du mien. Ses cheveux frôlent mes lèvres et sa main me caresse le front. Sa main me caresse le front avec une rare douceur et pendant que sa main passe et repasse devant mes yeux, je me dis que ce n'est pas normal d'être ému à ce point parce qu'une femme dont je connais à peine, me caresse doucement le front. J'enfouis mon visage dans sa robe, sa main vient sur ma nuque et je chavire et je défaille et je murmure son nom, Lula, Lula, Lula. J'entoure ses jambes de mes bras, ses lèvres effleurent mon cou pendant que je couvre ses paumes de baisers, pendant que j'embrasse ses genoux et enfin ses jambes à même la peau. Lula s'est laissé glisser à terre. Soudain, fortement enlacés, nous tanguons d'un côté à l'autre parmi les objets épars, faisant s'écrouler le peu de choses restées debout autour de nous. Désordre et déhanchement, délire et douceur, murmure et rire, soupir et soupir, ses seins, ses hanches, ses jambes qui n'en finissent plus, ses jambes dévoilées. Malgré le froid intense, ses habits volent à travers la chambre, son manteau, sa petite robe verte, sa combine, ses bas. Nous basculons, nous nous étreignons comme des perdus. Nos dents s'entrechoquent, tous mes livres se répandent autour de nous et le vieux phono soudain se déclenche, dévide son ressort. Quelques disques se cassent sous mon coude et nous roulons débordant d'une joie jamais encore à ce point éprouvée. En fait, j'ai hésité entre Anna Karénine et La femme indépendante de Simone de Beauvoir. Il s'avère que sa pensée, elle est encore neuve et elle peut encore inspirer les jeunes femmes et les femmes d'aujourd'hui, dans la mesure où elle explique que ce n'est pas en reniant sa féminité que l'on acquiert des attributs virils et qu'il est possible de concilier sa féminité et l'esprit de conquête dans la vie économique, sociale, politique. Donc je trouve que sa pensée, c'est une pensée conciliatrice et réconciliatrice.
Et elle appelle la femme, enfin les femmes, à acquérir davantage de maîtrise, pas seulement dans la société, mais aussi dans leur vie privée. Et en cela, donc, au lieu de discourir, je vais plutôt lire. Alors donc la femme indépendante. Le fait est que les hommes commencent à prendre leur parti de la condition nouvelle de la femme. Ne se sentant plus a priori condamnée, celle-ci a retrouvé beaucoup d'aisance. Aujourd'hui, la femme qui travaille ne néglige pas pour autant sa féminité, elle ne perd pas son attrait sexuel. Cette réussite, qui marque déjà un progrès vers l'équilibre, demeure cependant incomplète. Il est encore beaucoup plus difficile à la femme qu'à l'homme d'établir avec l'autre sexe les relations qu'elle désire. Et là, elle montre tout le parcours qui reste à réaliser. Sa vie érotique et sentimentale rencontre de nombreux obstacles. Sur ce point, la femme vassale n'est d'ailleurs aucunement privilégiée. Sexuellement et sentimentalement, la majorité des épouses et des courtisanes sont radicalement frustrées. Si les difficultés sont plus évidentes chez la femme indépendante, c'est qu'elle n'a pas choisi la résignation, mais la lutte. Tous les problèmes vivants trouvent dans la mort une solution silencieuse. Une femme qui s'emploie à vivre est donc plus divisée que celle qui enterre sa volonté et ses désirs. Mais elle n'acceptera pas qu'on lui offre celle-ci en exemple. C'est seulement en se comparant à l'homme qu'elle s'estimera désavantagée. Alors, je voudrais juste vous lire, si j'ai encore un petit peu de temps, un passage qui montre que finalement la femme est encore l'objet du regard masculin et qu'il y a encore pas mal de parcours à accomplir avant que l'inverse soit effectif. Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur, me disait un jeune homme. Et souvent, j'ai entendu des adultes déclarer « J'ai horreur qu'une femme prenne l'initiative ». Que la femme se propose trop hardiment, l'homme se dérobe. Il tient à conquérir. La femme ne peut nous comprendre qu'en se faisant proie. Il faut qu'elle devienne une chose passive, une promesse de soumission. Si elle réussit, elle pensera que cette conjuration magique, elle l'a effectuée volontairement. Elle se retrouvera sujet. Mais elle court le risque d'être figée en un objet inutile par le dédain du mâle. C'est pourquoi elle est si profondément humiliée s'il repousse ses avances. L'homme aussi se met parfois en colère quand il estime qu'il a été joué. Cependant, il n'a fait qu'échouer dans une entreprise, rien de plus. Au lieu que la femme a consenti à se faire chair dans le trouble, l'attente, la promesse. Elle ne pouvait gagner qu'en se perdant, elle reste perdue. Il faut être grossièrement aveugle ou exceptionnellement lucide pour prendre son parti d'une telle défaite. Et lors même que la séduction réussit, la victoire demeure équivoque. En effet, selon l'opinion publique, c'est l'homme qui vainc, qui a la femme. On n'admet pas qu'elle puisse, comme l'homme, assumer ses désirs, elle est leur proie. Il est entendu que le mâle a intégré à son individualité les forces spécifiques, tandis que la femme est l'esclave de l'espèce.